Bonjour, nous sommes en 2013 dans le site drangélique.free.fr dans une série de vidéos de philosophie du vivant à l'école du Père Marie-Dominique Philippe. Et je voudrais aborder la question de la conscience. Qu'est-ce que la conscience? C'est une question qui vient au terme de la recherche de philosophie du vivant, puisque tout ce que nous avons vu auparavant va permettre de répondre simplement à cette question. Alors d'abord, étymologiquement, on sait très bien que le mot conscience porte le mot science. Ça veut dire que c'est une certaine lumière que quelqu'un peut avoir sur soi-même. Et une lumière que visiblement il vit de l'intérieur. Et la première question qu'il doit se poser, c'est de savoir en philosophie du vivant, quand est-ce que naît la conscience? Eh bien, si on fait un petit rappel de l'analyse de l'homme tel qu'il est structuré en tant que vivant, à savoir à travers 3 degrés de vie. La vie végétative, qui lui est commune avec les plantes, qui est d'ordre biologique. Eh bien, on dira qu'à ce niveau-là, c'est certain, il n'y a pas de conscience. Je veux dire par là que l'homme, lorsqu'il est tout petit dans le ventre de sa mère, qu'il n'y a pas encore de système nerveux élaboré, il n'y a pas de conscience. Sa vie est purement végétative. Et là, en fait, il y a des événements chimiques qui se produisent dont il ne peut pas avoir conscience du tout. Actuellement, en nous, notre vie biologique, qui fait qu'il y a des centaines de milliards de réactions chimiques par seconde. Notre corps est composé de centaines de milliards de cellules qui sont nourries à chaque instant. Ce qui fait qu'on est en bonne santé, c'est que cette vie n'est pas consciente. Elle n'est pas consciente, mais attention, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas une influence. Je dirais qu'elle est même fondamentale. Et dans la prochaine leçon, où nous verrons ce que c'est que l'inconscient, je dirais que cette vie végétative fonde l'inconscient fondamental de l'homme. Donc des choses qui conditionnent toute la vie consciente. Et la vie consciente, c'est un peu comme un iceberg. C'est le sommet qui dépasse de l'eau, mais ce qui est au-dessous est bien plus grand. Alors le second degré de vie que l'homme connaît en lui, c'est ce qu'on appelle sa vie sensible. Elle lui est commune avec les animaux. Donc c'est le domaine qui s'établit autour du système nerveux, du psychisme, et qui commence avec le sens du toucher. Je veux dire par là que un petit enfant qui se développe dans le ventre de sa mère, le premier sens qui apparemment se développe en lui, c'est le toucher. Puis ensuite l'audition. Et les choses progressent peu à peu. Quand il naît, il n'a sans doute pas beaucoup de conscience du côté de la vue. Ses yeux ne sont pas encore tout à fait formés. Mais peu à peu, toute sa vie sensible va se développer. Et se développer, je dirais, à partir des sensations qui lui apparaissent. Ce sont les sensations qui vont nourrir son imagination, sa mémoire des images, une mémoire dont on ne se souvient plus actuellement. Mais apparemment, rien n'est perdu. Tout est présent à l'intérieur de nous, mais dans l'inconscient. Et puis, la vie sensible a son sommet élaboré, qu'on appelle l'estimative. Cette capacité d'un petit homme déjà développé, mais qui est tout de même un enfant, de savoir que telle chose est nuisible, l'autre est utile. Et cette forme d'intelligence sensible, elle est présente chez les animaux supérieurs. Ils savent fuir un danger, ils savent inventer des ruses pour attraper une proie. Cette vie sensible, eh bien c'est à son niveau que va apparaître, je dirais, le premier analogué de la conscience. Ça veut dire qu'en fait, elle n'est pas la conscience telle qu'on la connaît habituellement chez l'homme, mais elle est consciente. C'est quelque chose de très important à comprendre. Lorsque je touche un écran tactile, par exemple sur un téléphone portable, il réagit. On dirait qu'il est conscient puisqu'il a réagi. Il n'est absolument pas conscient. Ce sont purement des calculs mathématiques liés à des ombres et à des lumières qui fait qu'il se produit un mécanisme à l'intérieur. Mais le téléphone portable n'a pas de vie sensible. C'est l'énorme différence qu'il y a avec un simple lombric, un ver de terre. Je le pique, il se rétracte. Ça veut dire quoi? D'abord qu'il a senti la piqûre, donc il a le sens du toucher. Il se rétracte, ça veut dire qu'il fuit. Donc, en conséquence, face à une douleur ou peut-être un danger potentiel, je ne dis pas qu'il est conscient, c'est pas ça, c'est une vie très très primitive. N'empêche qu'il y a une fuite.
Donc il y a une passion. Il essaye de sauver sa vie. Donc c'est là qu'apparaît la première conscience dans le monde animal. À son sommet, cette conscience de la vie sensible, on la voit chez des animaux supérieurs comme l'éléphant et certains singes anthropoïdes, gorilles, chimpanzés. Ils peuvent, par exemple, si on leur met un sparadrap sur le front et qu'on les montre dans une glace, ils peuvent se reconnaître puisque, au lieu de toucher l'image qui est en face, qui est un singe ennemi, tout de suite, ils se touchent le front. Donc ils savent que c'est eux dans la glace. Ce qui veut dire qu'ils ont une certaine conscience immédiate, dans le présent, que ceci n'est qu'une image d'eux-mêmes. Donc déjà, une petite conscience réflexive sur eux-mêmes. Je ne veux pas dire qu'ils sont conscients, j'existe, et avant je n'existais pas. Non, non, c'est dans l'instant présent. Mais simplement, leur intelligence, leur estimative est assez développée pour ne pas prendre l'image pour un singe qui serait rival, un ennemi en face. Donc on voit jusqu'où peut aller la vie sensible. On pense que la vie sensible a son sommet. Elle a été vécue par les anthropoïdes, je veux dire les hominidés, pardon, pas les anthropoïdes, les hominidés qui ont disparu, comme Homo erectus, Homo habilis. Eux, ils avaient poussé cette conscience sensible tellement loin qu'ils arrivaient même à maîtriser le feu, à le garder, et à fabriquer des outils primitifs. Les singes fabriquent des outils primitifs. Une petite baguette de bois qu'ils trempent dans une fourmilière pour remonter les fourmis et les manger. Mais les hominidés, qui n'enterraient jamais leurs morts, Homo erectus, Homo habilis n'enterrent jamais ses morts. Hommes de Néandertal non plus. Certains disent qu'il y a quelques exemples de tombes, mais comme ils sont peu nombreux et toujours en présence de l'Homo sapiens sapiens, c'est un peu douteux. Habituellement, les campements d'hommes de Néandertal sont vraiment des campements primitifs et les cadavres sont laissés comme ça. Mais il y a des outils, et c'est le sommet de la vie sensible. Donc très probablement, ils se seraient reconnus dans une glace, etc. Donc je disais, il y a déjà conscience sensible au niveau de cette vie animale. À ne pas confondre avec quelque chose qui ressemble extérieurement, comme la réaction purement chimique d'un téléphone portable, ou qu'on retrouve par exemple sur la feuille d'un petit arbre qui fleurit qu'on appelle, j'ai oublié son nom, il va me revenir, le mimosa. Lorsqu'on touche les feuilles du mimosa, eh bien quelques secondes après, elles se replient, elles se referment complètement. Est-ce à dire que le mimosa est conscient? Non, pas du tout. Il n'y a pas de système nerveux. Ce sont simplement des poils qui, lorsqu'on les touche, provoquent une réaction par osmose, etc. Et donc réaction chimique de repli des feuilles. La sensation, la conscience, implique au minimum le toucher. Donc la douleur et donc la fuite. Alors maintenant, arrivons-en à ce qui est propre à l'être humain. Donc, cette conscience qu'on peut qualifier de spirituelle, qui est fondée sur ce troisième degré de vie qu'on ne retrouve pas chez les animaux. La vie spirituelle, donc qui se décompose en deux facultés principales. L'intelligence, qui a comme objet le vrai, et la volonté, qui peut, parce que l'intelligence lui a présenté quelque chose comme bon, qui peut décider de l'aimer, de le conquérir. Donc c'est une volonté d'amour qui se porte vers un bien, mais aussi d'efficacité pour le conquérir. J'avais exprimé dans les autres leçons à quel point on pouvait démontrer que ces facultés-là n'étaient pas identifiables aux facultés sensibles animales parce qu'elles n'ont pas le même objet. L'intelligence animale est bornée à la survie, la reproduction, la vie commune, donc des aspects sensibles. L'intelligence humaine a comme objet tout, sans exception, y compris des choses spirituelles, au-delà des temps et des lieux. Est-ce qu'on aura une vie éternelle? Qu'est-ce qui se passera plus tard? L'amitié, des choses comme cela. De même pour la volonté. La volonté humaine n'est pas identifiable aux passions animales, parce qu'elle a une caractéristique. Elle est portée par l'intelligence et elle peut choisir ou refuser de choisir. Elle est donc le siège de la liberté. Eh bien, au niveau de cet esprit, c'est là que va naître véritablement la conscience, telle qu'on la voit habituellement chez l'être humain. Et alors, on peut se demander, la conscience est-elle dans l'intelligence ou dans la volonté?
Eh bien, je répondrai qu'elle est d'abord obligatoirement dans l'intelligence. L'intelligence, c'est la lumière qui éclaire, qui permet de connaître. Et la volonté se met en marche parce que l'intelligence lui présente quelque chose comme bon. Donc, conscience, d'abord faculté de l'intelligence et évidemment de la volonté. Et du coup, la conscience intellectuelle va être présente dans tous les objets qu'atteint l'intelligence. Alors, ces objets, on peut globalement les diviser dans les 6 transcendantaux. Il y en avait 5 chez Aristote, il y a la beauté qui est un 6e, ça veut dire des notions très universelles, qui sont aussi vastes que l'être lui-même. Tout être est structuré, donc est beau, a une splendeur de forme. Tout être est attirant par le fait même qu'il est. Il y a une certaine, je dirais quelque chose qui peut être admiré par l'intelligence, donc il est bon d'une certaine manière, etc. Eh bien, lorsque l'intelligence se porte sur le fait qu'on est, tout simplement, l'être. Par exemple, lorsqu'on regarde le fait que j'existe, j'aurais pu ne pas exister, mais j'existe, c'est moi, c'est bien là. Cette conscience métaphysique-là s'appelle la conscience réflexive de son propre être. C'est une expérience admirable, magnifique. Autre conscience du même genre, la conscience que je ne suis pas identifiable à l'univers. Je suis quelqu'un d'autre, aliquid en latin. Eh bien, cette conscience-là est présente à cette expérience-là. 3e niveau de conscience. Le fait expérimenter que je suis une réalité. Et c'est très palpable. Si mon doigt se coince dans une porte, j'en ai l'expérience. Mais c'est aussi toute ma réalité intérieure. Res, expérience intellectuelle. C'est une conscience. Et ensuite, la conscience que j'atteins la vérité. Et lorsque j'atteins la vérité, je ne me regarde pas moi-même en train d'atteindre la vérité. J'atteins simplement la vérité des choses que j'observe. Verum, le vrai. Ça, c'est la conscience intellectuelle qui atteint son objet, je dirais, le plus passionnant. Mais ce n'est pas fini. Ma volonté peut donc décider du bien, du mal. Et elle n'est pas, je dirais, tabula rasa. Il y a des choses qui lui sont présentées comme mal, naturellement. Par exemple, si je donne à quelqu'un mon amitié, le trahir, le livrer à ses ennemis, c'est une trahison. Et dans toutes les civilisations, c'est un mal, c'est une tromperie. Donc, il y a des choses naturelles. Eh bien, cette conscience-là, du bien, s'appelle la conscience morale. C'est une forme de conscience. On sait quand on a fait le mal, quand on a fait le bien. Mais attention, il ne faut pas la confondre avec quelque chose qui lui ressemble. À savoir la conscience sensible que peuvent avoir les animaux, que quelque chose ne va pas. Et souvent, malheureusement, on confond. Donc je m'explique. Un grand singe veut dominer sa meute, enfin sa troupe, disons. Un jeune singe lui fait la guerre et réussit à le vaincre. Le fiche par terre, l'envoie balader. Le vieux singe est honteux, contrit, triste. Il est mal dans sa peau. Il n'a pas fait le mal, il a été vaincu. Donc là, il y a une conscience sensible. Si moi, être humain maintenant, je trahis un ami, mais je ne me fais pas prendre, je peux très bien, pendant un certain temps, être bien dans ma peau. Et si je me fais prendre, alors je vais éprouver la honte, comme le vieux singe qui a été battu, parce que c'est visible. La honte n'est pas la conscience morale, c'est une conscience sensible de s'être fait prendre, l'humiliation d'être regardé. La conscience morale, elle est indépendante du regard des autres. Je sais intelligemment que j'ai fait le mal. Donc, c'est quelque chose de spirituel qui est dans l'intelligence et la volonté. Et puis enfin, 6e grand groupe de la conscience du beau, la conscience artistique. Devant une œuvre, lorsqu'on a une expérience soit artistique, soit une contemplation artistique, qui est quelque chose de beaucoup plus durable, et qu'on avait étudié en philosophie du vivant. Eh bien, c'est pareil, c'est quelque chose qui est propre à l'homme. Les animaux, ils ont bien des sensations. Ils peuvent très bien être attirés par une petite femelle qui est magnifique. Mais ce n'est pas une conscience esthétique. Leur instinct de reproduction, et éventuellement leur affection grégaire peut se mettre dedans. L'homme, en plus, peut avoir la conscience qu'elle est belle, et séparer cette beauté de tous les instincts qui peuvent aller avec. Donc il y a aussi quelque chose d'intellectuel,
une conscience spirituelle qui peut être dans l'homme et qui est bien sûr unie au reste, qui n'en est pas totalement séparée. Alors on le voit, cette conscience humaine, si elle est préfigurée, elle existe déjà dans la conscience sensible des animaux. Elle a quelque chose d'absolument unique. La conscience animale est dans l'instant présent. Il peut avoir une petite mémoire pour les animaux supérieurs, mais c'est surtout dans l'instant présent. La conscience humaine est au-delà des temps et des lieux. Elle peut se porter sur des choses qui ont eu lieu il y a 20 000 ans. Un homme peut penser à sa propre mort alors qu'il est en bonne santé. L'animal n'a peur de la mort que lorsqu'elle se présente concrètement, sous la forme par exemple d'un prédateur qui va le dévorer. Donc la conscience humaine est d'une puissance bien plus, je dirais, ce n'est même d'ailleurs pas du tout la même faculté qui est mise en marche lorsque cette conscience s'exerce. Elle est donc portée par l'intelligence, comme je le disais. Le problème de l'intelligence, c'est que elle ne se borne pas à ce que je viens d'indiquer. Donc, l'être, la réalité, le fait d'être autre chose, le bien, le vrai, le beau. Elle peut se porter sur des choses qui sont encore plus profondes. Par exemple, j'existe, or je n'ai pas toujours existé. Et donc avec mon intelligence, je peux me demander d'où est-ce que je viens radicalement. D'autre part, je sais que je ne vais pas exister toujours. La mort arrive. Je le constate chez les autres, donc je peux le prévoir pour moi. La conscience humaine peut se demander s'il n'y a pas par hasard une survie après la mort. Je constate que l'intelligence et la volonté portent en elles de manière naturelle ces questions. Certains diront, mais non, c'est l'homme par sa culture qui se les invente. Non, je réponds, c'est dans sa nature. C'est naturel. Si l'animal, par exemple, qui a à manger, qui a son petit groupe équilibrant, si l'animal ne se pose jamais ces questions-là, si on revient 50 000 ans plus tard et qu'un singe, mettons, est rendu immortel, qu'on le retrouve avec son groupe de singes, il n'aura pas bougé. Il sera toujours heureux s'il est heureux. Il se lèvera le matin pour manger, il se couchera le soir pour dormir. L'être humain, on lui fait ça. Au bout de combien d'années il va commencer à s'ennuyer et à se demander comment dépasser l'usure de l'amour pour trouver quelque chose qui ne soit inusable. Donc l'intelligence humaine n'est pas table rase non plus. Elle a une nature qui fait qu'elle est naturellement orientée vers ces questions profondes de la sagesse. Et ça indique en elle une quatrième dimension, plutôt dans l'être humain, une quatrième dimension. Donc j'avais parlé de l'aspect biologique, l'aspect psychologique, sensible, l'aspect spirituel, et dans l'aspect spirituel, une dimension qu'on pourrait qualifier de mystique, mystérieuse, qui fait que quand tout va bien, tout commence à aller mal. Quand sa famille est établie, qu'on a remboursé sa maison, et que le temps passe et qu'on vieillit, l'angoisse peut arriver. C'est mystérieux, on ne le comprend pas, mais ça fait partie de l'être humain. Il y a donc un inconscient mystique dans l'homme qui peut devenir conscient lorsqu'on fait de la philosophie à travers les questions de la sagesse. Aristote disait « L'homme, pour être heureux sur terre, a besoin d'amitié et de sagesse. L'amitié, parce que c'est ce qui rend heureux sa vie consciente au jour le jour d'homme. Mais la sagesse, c'est à cause de cette dimension plus profonde. S'il n'a pas du tout de sagesse, tôt ou tard, avec la vieillesse, les enfants qui peuvent avoir des accidents, eh bien sa vie morale elle-même peut être rongée de l'intérieur, comme on le constate chez la plupart des gens. Pas chez tous, il y a des gens qui arrivent à aller très bien, à ne pas y penser, c'est vrai. Mais la plupart des gens, tôt ou tard, sont atteints par cette angoisse sourde qui vient de l'essence même de l'âme humaine. Ce quatrième degré de conscience, est-ce qu'il est une partie de l'intelligence et de la volonté, donc de l'esprit, du troisième degré de vie? Eh bien, pour saint Thomas d'Aquin, il y a une opinion différente qui pointe par moments, à savoir que, comme c'est commun aux deux, notre intelligence aimerait connaître la vérité absolue et la cause des causes, celui qui est à la source de tout, le Créateur. Notre volonté, elle aimerait posséder un amour qui ne s'éteint pas, un amour qui ne s'use pas.
Donc c'est comme si les deux facultés, à leur racine, avaient quelque chose qui leur est commun. Quelque chose qui s'inscrit donc dans leur cause commune, que saint Thomas d'Aquin appelle, avec Aristote, anima, l'âme, psyché pour Aristote. Donc ça voudrait dire que l'âme humaine elle-même possède en elle un creux qui n'est pas conscient, mais qui devient conscient dès qu'il y a des angoisses métaphysiques, ou qu'un artiste exprime, un artiste athée par exemple, exprime son mal-être à travers des œuvres complètement déjantées qui expriment sa souffrance, qu'un artiste religieux l'exprime à travers de l'art sacré, etc. Donc comme un creux dans l'âme humaine, plus profond que l'intelligence et la volonté, qui formerait presque un 4e degré de vie pratique. Ce 4e degré devient conscient lorsqu'on l'a découvert, soit en creux par privation, si on est angoissé. Attention, je ne dis pas que toutes les angoisses viennent de là, mais les angoisses métaphysiques de quelqu'un qui par ailleurs va bien, qui a une bonne santé, qui a reçu une bonne éducation, dont la femme est fidèle, gentille, les enfants en bonne santé, la maison remboursée, et qui quand même se suicide, par exemple, parce qu'il n'a pas de sens à sa vie. Eh bien, en creux, ça révèle cette angoisse métaphysique, ce 4e degré de conscience en l'homme. Et en plein, ça se révèle quand on voit, par exemple, des religieuses contemplatives qui ne sont pas mariées, qui vivent au jour le jour, 6 heures par jour à la chapelle, et qui disent qu'elles sont absolument épanouies et heureuses parce qu'elles ont trouvé celui qui donne sens à toute leur vie. Comme si quelqu'un qu'on ne voit pas en philosophie avait rempli ce creux, et du coup, elles rayonnent. Et elles l'appellent Dieu, quand elles sont catholiques, des religieuses. Elles l'appellent le moi profond, ce que je suis radicalement lorsque ce sont des religieuses ou des religieux de type bouddhiste. Mais en tout cas, on atteint quelque chose qui est plus que l'intelligence et la volonté, peut-être plus profond. Alors une fois qu'on a pris conscience de ces 4 degrés dans l'homme, 4 degrés pratiques, 3 degrés de vie, mais 4 degrés pratiques de son existence, donc sa biologie, sa psychologie, son esprit et sa vie mystique profonde, eh bien, on peut se demander, lorsqu'on est face à un homme qui doit grandir, qui se cherche, si on peut le rendre conscient de lui-même. Eh bien, je répondrai ceci. Lorsqu'on est face à des adolescents qui, eux, naturellement, comme ils viennent de sortir de l'enfance, fonctionnent, la plupart du temps, au niveau de leur vie sensible. Par exemple, un adolescent qui connaît un premier amour, ou une adolescente, dira « Je sais que ce garçon, c'est le bon, parce que je sens que je l'aime, je sens que j'ai confiance en lui. » En fait, nous qui sommes adultes, on regarde ce que cette adolescente dit, et on sait bien que cette sensation, elle est en fait imaginaire, parce que il se passe juste ceci. Ce garçon la charme, donne un plaisir sensible fou, et du coup, comme aveuglée, elle en déduit qu'elle peut lui faire confiance et que c'est le garçon de sa vie. Le travail d'un adulte pour la faire naître à elle-même, ça va être de la prévenir que, attention, seule sa vie sensible est prise, et qu'en fait elle ne sait pas. Pour savoir si vraiment c'est l'homme de sa vie, si elle peut lui faire confiance en réalité, il faut du temps. Si le temps passe, que la passion qui les prend, donc vie sensible, diminue, alors pourra naître peut-être, ou pas, un degré de vie spirituelle. Leur intelligence peut se choisir réciproquement au-delà du plaisir sensible ressenti. Leur conscience morale peut décider que ce garçon se comporte bien, je le choisis, et lui réciproquement. C'est donc l'intelligence qui a observé lucidement le comportement de l'autre, par exemple dans les scènes de ménage. Est-ce qu'il est présent? Est-ce qu'il fait des efforts? Ou est-ce qu'il ne vient que pour son plaisir? C'est pas pareil. Et là, la conscience spirituelle se met en place et peut aboutir à quelque chose qui est un progrès. Donc on peut dire que la jeune fille est passée d'une conscience sensible et, grâce à un adulte qui a un peu plus d'expérience, à une conscience spirituelle. Il faut quelquefois des années. Il y a des gens qui, à 40 ans, n'ont pas encore atteint une conscience spirituelle et qui fonctionnent uniquement au coup de cœur sentimental. Lorsque quelqu'un a atteint cette connaissance spirituelle de lui-même et de l'autre,
qu'il est donc capable de s'engager parce que l'autre est une personne bien et de tenir ses promesses parce qu'il a un sens de l'honneur? Est-ce qu'il a atteint le sommet de sa conscience d'être humain? Est-ce qu'il suffit de lui parler de ça? Eh bien, je dirais non. On n'a pas tout dit. Celui qui est un homme sage lui dira que c'est certain, au point de vue de l'épanouissement humain naturel, il a atteint une perfection, mais qu'il n'a pas atteint tout, parce qu'il expérimentera tôt ou tard, avec l'âge. Ça met quelquefois 40 ans à venir, avec la vieillesse. Ce que Sainte Thérèse d'Avila appelait la nuit de l'esprit, à savoir, on était jeune, on se retrouve vieux, la mort va se profiler. Est-ce que les enfants à qui on a donné la vie vont donc retourner au néant? Et toutes ces angoisses remontent. C'est là que il va pouvoir y avoir une prise de conscience de la part du philosophe, cette dimension dont je parlais tout à l'heure, cette dimension mystique, qui fait que les angoisses qu'il éprouve, il peut y répondre par une prise de conscience de son cœur profond, mystique, mystérieux. Il est fait pour obtenir une réponse. Qu'est-ce qu'il fait sur Terre? Il est temps de chercher s'il y a une vie après la mort, par tous les moyens possibles, la philosophie, éventuellement la religion, celles qui proposent des foi, F-O-I, pour y croire, l'étude des expériences proches de la mort. Bref, le cœur profond de son âme a aussi besoin d'être nourri. Et tant qu'il n'est pas nourri, il peut y avoir une angoisse, mais il n'en a pas pris conscience de la cause. Je dirais que le grand problème des psychologues actuels, c'est que très souvent, il n'en reste qu'à une psychologie adolescente, donc les besoins, les désirs. Lorsque ce sont de très bons psychologues, ils atteignent le degré spirituel, l'engagement, l'honneur, la responsabilité, qui fait que du coup, on est fier de soi et donc on va bien. Mais très peu, lorsqu'ils sont confrontés à des angoissés, des personnes qui vont mal, vont jusqu'à chercher la quatrième cause, la cause d'ordre mystique. Par exemple, si on est confronté comme psychologue à quelqu'un comme Muriel Robin, cette femme qui est artiste en France, pleine d'humour, mais qui se raconte sans arrêt à quel point sa vie est vide et à quel point elle est angoissée, qui va à un moment donné jusqu'en Afrique, dans des civilisations premières, pour trouver un tout petit peu de spiritualité. Eh bien, un psychologue formé dirait que ces angoisses à Muriel Robin viennent peut-être de sa santé, d'accord, viennent peut-être de son enfance, pourquoi pas, viennent peut-être de trahisons qu'elle a subies, vie spirituelle, excellent. Mais qu'il y a surtout en elle, véritablement, le degré mystique. Elle se demande ce qu'elle fait sur Terre, le temps passe, elle vieillit, elle n'a pas de but ultime, pas de perspective à une vie qui finalement est insensée quand on a tout, l'argent, etc. Donc voilà comment ce travail sur la conscience de l'homme permet de conscientiser l'homme lui-même sur toutes ses dimensions, sans en oublier une seule.